Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'aspect tournage du Z9. Vous le savez, le Z9, c'est un appareil qui permet de faire des photos à la plus haute vitesse pour les photographes de sport, animaliers et toutes les autres disciplines. C'est aussi, en termes de polyvalence, une caméra professionnelle, avec la distinction qu'elle a un autofocus ultra performant, en plus d'avoir des capacités de fichiers et de tournage qui sont exceptionnelles. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est rentrer dans les réglages majeurs et un petit peu approfondir chacun des éléments qui vont vous permettre de trouver votre chemin dans ces réglages du Z9 en vidéo. Pour commencer, on va déjà basculer en mode vidéo directement sur le boîtier parce que sans ça, on est en mode photo et on pourrait ne pas s'y retrouver dans les réglages. Donc là, en fait, on le configure comme une caméra à partir du moment où on a basculé ici en mode vidéo. On va ensuite passer à travers les différents réglages. Déjà, il y en a un à connaître, mais vraiment qui est majeur en termes de centrale de réglage, c'est le bouton I. Le bouton I permet d'accéder à toutes les fonctions de réglage vidéo. Indépendamment des réglages photo, on peut faire les choses complètement dissociées. Ici, si j'appuie sur le menu I, j'ai accès à 12 capacités de réglage. En fait, là, moi, je l'ai déjà fait à ma main, comme j'aime, c'est-à-dire que j'aime d'abord voir la partie couleur à gauche. Vous voyez ici que vous avez les réglages des picture control. On va pouvoir rentrer dans chacun, éventuellement même si on veut filmer en noir et blanc. Mais ici, le réglage se paramètre et même on peut rentrer dans des sous-réglages ici et aller paramétrer la netteté, décontraster, contraster le fichier. On va pouvoir faire un travail de préparation à la post-production vidéo extrêmement important sur les picture control et ainsi que sur la balance des blancs, effectivement. Si vous avez ces deux éléments qui sont réglés en couleur, balance des blancs d'un côté, picture control de l'autre, vous avez l'ensemble de vos réglages couleurs qui sont effectués. Ici, moi, j'ai choisi de, par exemple, mettre une température de couleur manuellement en Kelvin, 5500, parce qu'ici, je suis dans un environnement qui est calibré, identifié à cette température de couleur. Je peux le changer ici et vous voyez immédiatement l'impact. Plus je monte la température, plus je réchauffe mon image, plus je la baisse, plus je refroidis mon image. On a aussi les réglages de taille d'image et de cadence. On va y rentrer dans les détails ensuite dans les menus, mais ici, je peux y accéder directement. On peut accéder à différents réglages qui seront à terme, en fonction des différents réglages, jusqu'à 8K 60p et descendre jusqu'au Full HD. Ici, je me mets par exemple en 4K 25 images par seconde. Ensuite, un truc hyper important et qui est assez spécifique pour les caméras Nikon, c'est qu'on peut tourner soit en plein capteur, soit en DX. J'ai l'équivalent du 35 et du Super 35. Donc vous avez déjà deux formats de caméra rien que dans ce mode-là, sans perdre de qualité sur le fichier final, parce qu'il y a suffisamment de photosites pour pouvoir produire une image qui va être toujours en sortie en 4K. Ensuite, on va aller sur un autre réglage qui est le Daylighting Active, par exemple, qui est une spécificité Nikon et qui permet de rehausser les ombres. Extrêmement important aussi pour se simplifier la post-production. On rééclaire les ombres de façon absolument non destructive et vous allez pouvoir voir, par exemple, sur mon sujet qui est sombre, qui est un boîtier, si je le désactive, ici, forcément, comme je ne suis pas directement éclairé plein pot sur mon boîtier ici, je vais pouvoir récupérer assez fortement des ombres directement là. Et quand on est en plus en exposition, on va dire automatique, il va réduire un petit peu, le boîtier va réduire un petit peu l'exposition pour protéger les hautes lumières en même moment. Un autre élément hyper important quand on pointe, quand on fait la mise au point, soit en autofocus, mais surtout quand on va faire une retouche manuelle du point, moi j'aime ici mettre toujours la partie peaking. Le peaking est très connu dans les fonctionnalités. On a aussi le zebra. Moi j'ai décidé d'insister sur le peaking ici. Si je l'active, à partir du moment où je l'ai activé, je peux choisir aussi bien de l'activer, d'être plus ou moins intense en termes de puissance en fait, d'affichage, entre 1, 2 et 3. Et ensuite, je choisis sa couleur après avoir choisi son intensité. Et là, j'aurai le choix en fonction de mon environnement, évidemment. C'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs. Je vais pouvoir choisir du rouge, du bleu, du jaune ou du blanc en fonction de la qualité finalement de mon sujet et la couleur de mon sujet surtout. Par exemple, là, je me mets en bleu parce que ce sera très saillant en affichage. Donc ici, si je veux voir mon affichage, vous voyez, dès que je touche simplement la bague de mise au point, je passe en peaking on. Si je rappuie ici, je passe en peaking off. Ce qui est extrêmement pratique. Comme vous voyez, tout ce qui est bleu sera net. Donc par exemple, là, si je me mets avec une ouverture plus grande et un ISO automatique, par exemple, je vais pouvoir
voir exactement que l'avant de mon boîtier là sera net, ou alors l'arrière ici va devenir net. C'est très rapide et on sait que si on ferme le diaph, évidemment, on va voir l'ensemble de notre sujet qui est net. Le début du plan jusqu'à la fin du plan. Je retourne dans le menu I. Alors ici, on va pouvoir régler la sensibilité du micro. Comme on l'a vu jusqu'à maintenant, on est passé à travers différents types de réglages. Là, on s'adresse au son. Le boîtier est évidemment capable d'enregistrer du son en entrée, en jack ici sur le côté. On va pouvoir régler l'intensité d'entrée, de niveau d'entrée. Soit on désactive le son, soit on monte l'intensité. Et on va regarder tout en bas, ici, sur le bar graph, si l'intensité est suffisante et si j'ai une capacité à ne pas saturer. Vous voyez, je fais exprès de pousser un petit peu la voix. Les barres jaunes ici sont les barres à l'intensité maximale qui a été acquise juste avant. Si on veut faire confiance au boîtier et laisser faire en temps réel son ajustement, on se met en automatique. Pour contrôler le volume de ce qu'on enregistre, extrêmement important, le monitoring. Si on peut faire confiance au bar graph de l'intensité du micro, ceci dit, il faut absolument avoir un retour casque. Si je branche un casque ici en retour, je vais pouvoir ici identifier l'augmentation ou la baisse du volume du casque. Voilà, en général, on mettra un volume assez élevé pour bien entendre, surtout si on a un son fort environnant. Et là, on pourra avoir un retour casque qui est juste et qui pourra nous permettre de nous assurer que la qualité de son est la meilleure possible. Il y a bien sûr de nombreux autres réglages. Un point extrêmement important aussi, vous savez, de plus en plus, les boîtiers s'automatisent en termes de stabilisation. Là, en fait, on a deux niveaux de stabilisation qui peuvent quasiment, et ça c'est par rapport à l'usage, nous affranchir des accessoires de portage du boîtier. Il est vrai que faire un boîtier aussi petit et l'accessoiriser avec une épaulière ou avec un gimbal, forcément, va parfois diminuer son intérêt d'être aussi portatif et aussi petit. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser la stabilisation aussi bien de l'optique, du capteur, que la stabilisation électronique, qui est bien sûr une stabilisation de temps réel et qui va très très vite. Ici donc on va choisir en termes de stabilisation, soit de la désactiver parce qu'on est sur pied comme ici, soit de l'activer et en portée à main levée, on aura une stabilisation qui sera très juste et qui ne sera pas du tout en saccade. Si on passe en mode sport, pour le coup, le mode sport, ça va être vraiment pour des actions où le panning est extrêmement rapide et important. Et là, on n'aura pas de lutte entre les optiques et la stabilisation VR et le mouvement de caméra. Donc, si on privilégie des mouvements très rapides, on passera plutôt sur un mode sport. Ici, par exemple, on va se mettre en mode normal. La stabilisation électronique, elle va avoir un impact, vous voyez à l'écran immédiatement, d'un recadrage. C'est obligatoire, un recadrage plus ou moins important. C'est simplement, ça nous permet que l'ensemble de ce qui est cadré va être stabilisé et comme on aura du mouvement, évidemment, on sortirait du cadre si on était plein écran. C'est pour ça que la stabilisation électronique est un niveau supplémentaire et extrêmement stable et c'est ici qu'on va pouvoir l'activer ou la désactiver. Et enfin, la couche de mise au point. Là, clairement, sur le Z9, les retours qu'on a sur le boîtier en termes de mise au point en vidéo sont véritablement dithyrambiques. Ici, si on est sur un AF F, ça veut dire full time, permanent, un AFC, la différence c'est qu'on va appuyer sur le bouton, sur le déclencheur pour faire la mise au point. Si on relâche, la mise au point s'arrête. Si on est en AF F, la mise au point continue tout le temps, même si on n'appuie pas sur le bouton. Donc ça, ce sera extrêmement utile quand on a une caméra sur pied, comme on a dans notre environnement de prise de vue ici. La mise au point se fait tout le temps sans appuyer sur le déclencheur. Et enfin, les deux derniers usages de la mise au point, la F ponctuelle, on appuie une fois et on fixe la mise au point. Et bien sûr, la mise au point manuelle ici pour faire son point avec le focus picking. Donc par exemple, là, je choisis la F full time. Là, on a juste sur le menu I sur les fonctions principales. Donc si vous deviez vous arrêter là, en fait, vous auriez déjà les réglages de base du boîtier. Maintenant, on va aller un niveau supplémentaire. On va rentrer dans le menu et on va paramétrer quelques éléments essentiels à la qualité du fichier et à la réactivité du boîtier. Donc on va appuyer sur le bouton menu et on va rentrer dans les réglages, dans certains réglages qui vont être essentiels au paramétrage et aux fonctionnalités de la vidéo. Donc ici, on va passer tous les réglages, on va aller directement jusqu'au type de fichier vidéo. Ici, aujourd'hui, on en a 3 de disponibles. Le ProRes en 422 HQ, le H265 en 10 bits, le H265 en 8 bits et le H264 en 8 bits. Ça fait 3 typologies de codecs, à savoir le H264, H265 et ProRes. En termes d'usage, clairement, plus on va aller haut là, dans le menu et plus les fichiers vont être de taille importante.
Il est important de savoir que tous les codecs ne sont pas compatibles avec toutes les tailles d'images et tous les nombres d'images par seconde. Ceci dit, en ProRes, on aura un énorme éventail de tailles d'images et bien sûr, les fichiers seront beaucoup plus lourds. Ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est ce que ça donne en ProRes. Et ensuite, en appuyant sur le bouton à droite, ici, on peut basculer de standard à nlog. Le nlog, c'est le log de Nikon. Comme vous savez, une courbe log est une courbe ultra décontrastée qui permet de retravailler son fichier ensuite en étalonnage. Je vais basculer directement sur le log pour vous montrer ce que ça donne à l'écran. Ici, vous voyez qu'on a une image qui est bien décontrastée, qui est la reproduction de ce que voit le fichier. Cependant, on est en capacité d'appliquer juste visuellement une lutte en fait qui est plutôt une lutte effectivement d'affichage, qui n'est pas une lutte d'étalonnage, mais une lutte qui est sur le boîtier et qui va vous permettre de voir bien comme il faut, on va dire, ce que pourra donner votre intention de rendu. Et dans ce cadre-là, on va aller directement, on y retournera d'ailleurs, dans les fonctions de personnalisation. Ici, menu de réglage personnalisé, et on va descendre jusqu'à vidéo. Et là, on va descendre jusqu'à la fonction G8. Aide à l'affichage. Ça pourrait ne pas être extrêmement auto-explicatif, mais l'aide à l'affichage permet d'activer instantanément, ici, si je retourne dans mon image, j'enregistre en log, en ProRes, mais j'affiche mon Picture Control, qui est en l'occurrence celui que j'avais choisi, qui est le Picture Control standard. Extrêmement important, en fait, pour savoir que vous êtes dans ce mode-là, vous avez en haut à gauche de l'écran l'affichage qui se met en mode assist. L'assistance, en fait, a une image qui va être, entre guillemets, pré-étalonnée ou une intention d'étalonnage. Donc ça, c'est très important. Vous voyez effectivement à l'écran que vous êtes bien en 4K, en 25 images par seconde et avec une lutte d'affichage. Donc on a vu maintenant les réglages de codec. Donc clairement, plus ça va haut et plus on va avoir du gros poids de fichier, du très très gros poids de fichier. On va pouvoir aller à plus de 2 gigabits par seconde en termes de poids de fichier, et on va descendre. Donc en fonction de son usage, en fonction de la demande client, entre guillemets, on va pouvoir choisir d'avoir un format plutôt standard, log ou directement en mode H265, donc déjà compressé, pour pouvoir stocker beaucoup plus de poids d'image. La taille d'image et cadence, ici, vous le verrez, hein, ça c'est très simple. On va aller jusque du 8K 60p avec la mise à jour de firmware 2 jusqu'à de la Full HD. Donc ça, je vous laisse le choisir. Évidemment, c'est extrêmement essentiel. Pour tout le reste, en fait, on va passer parce que vous voyez, en fait, si on fait défiler le menu, on a l'accès à toutes ces fonctions principales déjà dans le menu I. On va juste descendre, pour terminer, dans les différentes fonctions de paramétrage de l'autofocus et de type d'affichage. Donc ici, par exemple, vous avez le G6 et G7 qui sont bien à mémoriser. C'est essentiel ici, vous avez la possibilité de régler la vitesse de l'autofocus. Donc c'est là que ça se trouve. Plus vous allez à droite, plus vous allez avoir un autofocus rapide sur le prochain sujet. Il va faire l'acquisition du point rapidement, ce qui en termes de narration peut être moins intéressant. En revanche, on peut aussi baisser, avoir une mise au point qui va être lente. Et c'est parfois ce qu'on cherche en termes de pointeur, c'est aller lentement ou rapidement sur son différent sujet. Et ensuite, on a la sensibilité du suivi autofocus. Et là, c'est la réactivité que va avoir l'autofocus en fonction des changements de sujet. Là, on peut aller de très élevé, on a un autofocus très rapide qui va plutôt suivre des sujets qui sont eux-mêmes très rapides, à un changement de mise au point faible. Et là, on va avoir des changements de points qui vont être extrêmement doux, extrêmement agréables. Donc ça, c'est à votre choix, mais je voulais vous le montrer rapidement parce que c'est un réglage extrêmement important. Voilà. Pour ce qui est du reste, ici, on a d'autres types de réglages pour pouvoir paramétrer son affichage, mais c'est vraiment le plus important de l'ensemble de ces réglages. Voilà, on a vu les différents réglages majeurs pour pouvoir paramétrer le Z9 en tant que caméra vidéo professionnelle qui est capable de faire des très gros fichiers avec une mise au point excellente. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bon tournage.